aujourd'hui, je vais vous parler de la bataille du Cap Saint-Vincent qui s'est déroulée le 14 février 1797. Tout cela débute en 1796 lorsque l'Espagne déclare la guerre aux Britanniques. En faisant une telle déclaration, la flotte britannique est mise en péril dans la mer Méditerranée par la flotte espagnole. En effet, la flotte franco-espagnole dénombre en tout 38 navires de ligne contre 15 pour les Anglais. Au tout début de l'année 1797, les flottes espagnoles doivent rejoindre les flottes françaises afin de les escorter jusqu'en Espagne pour déposer du mercure utile à la fabrication d'argent et d'or aux Amériques. La bataille débute le 14 février lorsque le capitaine de l'Empire britannique découvre que les flottes espagnoles ne sont qu'à 35 miles de sa position. Et les deux flottes se rencontrent alors le 14 février. Il est important de voir les acteurs de cette bataille. Nous avons tout d'abord à la tête des troupes britanniques le commandant John Jervis, premier comte de Saint-Vincent appartenant à la Royal Navy et membre du Parlement. Il eut un rôle très important dans de nombreuses batailles et guerres, notamment la guerre d'indépendance et la guerre de 7 ans. Du côté adverse, nous savons peu de choses sur le commandant. Dénommé Don José de Córdoba y Ramos, explorateur et officier de marine espagnole. Nous allons par la suite aborder les forces en présence. Donc du côté de la flotte britannique, comme je l'ai cité précédemment, nous avons 15 navires de ligne qui sont des navires de guerre européens et plus précisément le fondement des guerres navales du XVIIe et XXe siècle. Nous pouvons retrouver 5 frégates également, un sloop qui est un voilier de guerre et un cotre qui est là aussi un voilier de guerre rapide et maniable. Du côté espagnol, la flotte est composée de 24 navires de ligne et 7 frégates. Il est évident que les forces britanniques sont en infériorité numérique et que la victoire pencherait plus du côté espagnol. Cependant, nous allons voir qu'il n'en est rien. En effet, grâce au commandant Horatio Nelson, la victoire se dessine peu à peu suite à sa désobéissance et à sa prise de risque au combat. Il réussit à mettre hors d'état de nuire 3 navires de ligne espagnols. En les capturant, il fait ainsi battre en retraite la flotte espagnole. En conséquence, sans la prise de risque du commandant Nelson, la victoire de la Grande-Bretagne n'aurait possiblement pas pu avoir lieu. Enfin, suite à cette défaite, le royaume d'Espagne renonce à faire quelconque alliance avec la France. Le 14 février 1907, Sarah Bernhardt est devenue professeure d'art dramatique au Conservatoire de Paris. Sarah Bernhardt est une actrice, peintre et sculptrice française d'origine polonaise et hollandaise, née en 1844 à Paris. On n'est pas sûr de sa date de naissance puisque les registres d'état civil ont brûlé durant la période de la Commune. Sa mère est une courtisane à Paris et on ne connaît pas l'identité de son père, mais Sarah parle dans son autobiographie d'un grand sentiment d'abandon et elle recherchera toute sa vie une figure maternelle puisqu'en fait sa mère la laisse très jeune à une nourrice et ne s'occupera pas d'elle. Elle est envoyée dans un pensionnat à l'âge de 7 ans et c'est pour la première fois qu'elle montera sur scène. À l'âge de 15 ans, elle rentre dans un couvent et c'est là qu'elle donnera une importance particulière à la religion. D'ailleurs, avant de devenir comédienne, elle voudra rentrer au couvent et y passer sa vie. En fait, elle devient une comédienne un peu par hasard, puisque au départ, elle devait donc soit se marier, soit rentrer au couvent, mais sa mère s'est opposée à ces deux options. Donc finalement, elle devient comédienne. Elle est reçue au conservatoire en 1859 et elle rentre à la Comédie Française en 1862. Mais elle y sera renvoyée puisqu'elle giflera une secrétaire en 1866. Donc elle signe un contrat avec l'Odéon et elle est révélée en jouant le passant de François Coppée en 1869 et la reine de Rudelast en 1872. Victor Hugo dira d'elle qu'elle est une voix d'or. Elle est considérée comme l'une des plus importantes comédiennes du 19e et du début du 20e siècle et elle est ensuite rappelée par la Comédie Française en 1875 et elle joue dans Phèdre et Hernani et à ce moment-là les surnoms foisonnent. Elle sera appelée la divine ou encore l'impératrice du théâtre.
Elle crée ensuite sa compagnie en 1880, après avoir démissionné de la Comédie Française, et c'est là en fait qu'elle va devenir une star internationale, l'une des premières d'ailleurs, puisqu'elle ira jouer à Londres, aux États-Unis, au Chili ou encore en Australie. Elle connaît des personnalités telles que Oscar Wilde et Edward de Max, et elle utilise la réclame aussi pour se mettre en scène et se faire connaître, et Alphonse Mucha notamment fera des affiches pour elle. Elle a joué dans de nombreux spectacles, mais aussi dans des films, dont un film autobiographique intitulé Sarah Bernhardt à Belle-Île, qui est sorti en 1912. Elle reçoit la croix de chevalier de la Légion d'honneur en 1914 pour ses services d'infirmière durant la guerre franco-prussienne, puisque l'Odéon avait été transformé en hôpital à cette période, et pour avoir répandu la langue française à travers le monde. Sa vie est marquée par de nombreux accidents et elle finira par être amputée d'une jambe, mais elle continuera de jouer assise. Et d'ailleurs, elle va mourir durant un tournage, le tournage du film de Sacha Guitry, La Voyante, le 26 mars 1923, et elle est aujourd'hui enterrée au cimetière du Père-Lachaise à Paris. Le 14 février 1912, l'Arizona est le 48e et dernier État à être introduit dans le mainland, c'est-à-dire l'État principal des États-Unis. Il sera suivi du coup par les pays non limitrophes en 1959 d'Hawaï et de l'Alaska. Pour parler vite fait de l'État d'Arizona, Phoenix est sa capitale et c'est la 5e plus grande ville des USA. L'Arizona est d'ailleurs connue pour ses paysages désertiques et escarpés, dont le Grand Canyon qui est un des lieux les plus visités de l'Arizona. C'est le 6e État le plus vaste des États-Unis et le 14e État le plus peuplé selon les chiffres de 2018. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est l'histoire de l'État, donc remontons quelques décennies en arrière. L'Arizona faisant partie des zones les plus disputées par le Mexique et les USA qui sont en quête de ce qu'on appelle la mission civilisatrice américaine, qui est la destinée manifeste. En effet, la destinée manifeste est une expression qui apparaît au courant du XIXe siècle, et c'est une idéologie américaine selon laquelle la nation aurait pour mission divine l'expansion de la civilisation américaine vers l'ouest. Comme le montre le tableau de John Geist en 1872, qui est intitulé American Progress et qui est une représentation allégorique de la destinée manifeste, montrée sous la forme d'une femme qui pourrait être Columbia, qui est la personnification du progrès aux États-Unis du XIXe siècle. En 1848, à la fin de la guerre américano-mexicaine qui dure déjà depuis 2 ans, on signe le traité de Guadalupe Hidalgo. Par ce traité, le Mexique laisse une partie du sud de l'Arizona aux USA contre une grosse somme d'argent équivalent à 15 millions de dollars américains. Et il faudra donc attendre le tout début du XXe siècle pour que l'Arizona soit une zone assez peuplée pour intégrer l'Union des États confédérés américains. Mais il faudra encore attendre 12 ans avant que l'État d'Arizona naisse enfin, c'est-à-dire le 14 février 1912.